relisez-vous, mon deuxième, et le dernier date d'il y a environ un mois. Voilà, ça se passe de commentaires. J'ai depuis lu une bonne... Déjà la fille elle parle plus français, ça commence bien. J'ai depuis lu environ une dizaine d'ouvrages. Je ne vais pas tous vous les présenter maintenant parce que ce serait un petit peu laborieux. Certains auront leur rubrique privilégiée, je dirais. Par contre, j'en ai quand même 6 dont j'aimerais vous parler. Je vais essayer d'être synthétique, je ne vous promets rien. J'ai pris quelques notes pour être un peu plus efficace, donc vous me trouverez peut-être un petit peu moins spontané, j'en suis désolée. Mais après, si je m'égare, eh bien je m'égare, nous nous égarerons ensemble et nous planterons des petites graines et des petits cailloux de petits poussets. Petits. Il fait très chaud aujourd'hui et je crois que ça me tape un petit peu sur le ciboulot. Beaucoup sur le ciboulot. La dernière fois, je vous laissais donc sur ma lecture en cours qui était L'or gris de François Nénin et Sophie Lapart, qui est une enquête journalistique sur le monde, l'univers des maisons de retraite. C'est un ouvrage qui est vraiment complet et qui aborde toutes les questions liées à la maltraitance institutionnelle, qui est une des maltraitances les plus difficiles à définir et surtout à remarquer et à pouvoir être portée en justice, parce qu'il est beaucoup question de subtilité. Dans cet ouvrage, on parle aussi bien du secteur privé et de tout ce qui se joue d'un point de vue financier par rapport aux investissements, par rapport aux besoins de rentabilité, par rapport aux besoins de faire plus avec un minimum. Et généralement ce sont les personnes âgées qui vont en souffrir, mais on parle aussi du secteur public, du manque de moyens financiers, du manque de personnel, du manque de plans d'action et de priorités qui pourraient être données à ce secteur d'activité. Et c'est très dense. Vous avez une première partie qui est une partie enquête journalistique pure et dure avec des faits, des données, des statistiques, des rencontres, des non-rencontres souvent d'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Vous avez aussi une seconde partie qui à mon sens était un petit peu redondante mais était nécessaire malgré tout, qui présente une enquête en particulier, un procès qui y a eu lieu il y a quelques années sur une maison de retraite spécifique. Et la troisième partie donne la parole aux soignants avec une personnification de cette maltraitance institutionnelle, puisque cette fois-ci, nous n'allons plus avoir des faits, des chiffres, des données, des statistiques, mais bien des prénoms, souvent changés, mais des prénoms quand même, qui vous permettent de réaliser que cette horreur, ce ne sont pas juste des données, mais ce sont bien des personnes. Et c'est effroyable. Moi, ma conclusion à la fin de cet ouvrage, c'est « je veux mourir toute seule dans ma maison en me suicidant ». Voilà, c'est vous dire à quel point ça m'a fait du bien de lire cet ouvrage. Voilà. J'en ris, mais c'est un rire. Il n'est pas gris, mais il est jaune, comme l'or. Il n'est pas bon, jeu de mots là. Pardon. Je vous ai dit tout à l'heure en intro, c'est le soleil, le ciboulot. La partie enquête, donc la première partie, relate des faits. Il y en a énormément, plus ou moins subtil, plus ou moins difficile à lire et surtout à imaginer, mais ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est le non-maintien de l'autonomie des personnes. C'est-à-dire qu'elles vont être collées dans des fauteuils roulants parce que ça va plus vite pour les déplacer que les aider à marcher. On va leur mettre des couches parce que c'est plus facile que de nettoyer des draps ou que de veiller à ce qu'elles puissent encore aller par elles-mêmes sur les toilettes. On va également leur faire plus ou moins à leur insu, parce qu'on ne leur a pas vraiment expliqué les choses, des tests sur de nouveaux médicaments. J'ai découvert aussi qu'il pouvait y avoir des pots de vin et des associations, je dirais presque de malfaiteurs, entre certains cœurs de métier et les maisons de vieillesse, les maisons de retraite. Par exemple, les pompes funèbres, par exemple les centres esthétiques qui vont verser des pots de vin dans ces maisons de retraite pour pouvoir y travailler et être, alors je ne sais plus quel est le terme, mais être les seuls présents sur le marché, si je peux dire. Et c'est écœurant à souhait, mais vraiment écœurant. Ce côté données, statistiques, rend cet ouvrage un peu difficile à lire si vous n'avez pas l'habitude de lire des enquêtes. C'est vrai que ça donne une lecture assez redondante, il y a des choses qui reviennent souvent, une sorte de procédure puisqu'ils essayent d'appeler un tel, qui les renvoie vers un tel, qui les renvoie vers un tel, personne ne rappelle, personne ne contacte. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a choquée dans ce livre, c'est le nombre de fois où le journaliste a essayé de laisser la parole aux organismes concernés, aux maisons de retraite concernées, qui ont préféré fermer les yeux, taire et surtout ne pas être associés à cette enquête, ce qui finalement les rend encore plus coupables, je trouve. Mais voilà, ça donne à l'écriture, dans la première et la seconde partie,
donc la partie enquête et la partie procès, quelque chose d'assez lourd, mais je pense que cette répétition était nécessaire pour bien ancrer, en tout cas dans mon cerveau à moi, que ce n'est pas de la fiction et qu'on n'est vraiment pas en train de parler de personnes qui souffrent parce qu'on ne s'occupe pas d'elles, par faute de temps, par faute de moyens ou par faute d'envie et de motivation, ce qui est sans doute le plus atroce, mais on est vraiment dans le domaine de la souffrance vraie, réelle, qui existe là dans la maison de retraite, probablement à côté de chez vous, quoi. Ça se passe pas en Papouasie ou je ne sais où, c'est chez nous, là, maintenant, en ce moment. Et on parle pas d'un livre qui date des années 1900, on parle d'un livre qui se passe là, maintenant aussi. Je vais être claire là-dessus. Et la troisième partie, donc, que j'ai appelée partie de personnification, parce que c'est le témoignage de certains soignants de ce qu'ils ont pu vivre ou ce qu'ils ont refusé de vivre. Et ça nous fait passer de l'état de données à l'état d'émotion pour bien comprendre que l'on parle d'êtres vivants, de personnes réelles. Et ça vous donne le dernier coup là derrière la tête pour vous achever, quoi. C'est voilà. Et le livre se termine sur la déclaration des droits des personnes âgées. Je ne savais même pas que ça existait, donc les 10 dernières pages environ concernent cette déclaration. Et c'est très très intéressant à lire. Et pour finir, je dirais que ce qui m'a marqué, c'est une réflexion que le journaliste fait à un moment que je trouve très vrai, c'est que souvent, quand on vieillit, hein, tous, ça va tous nous arriver, quand on vieillit, on pense souvent à notre mort, à organiser. On en est loin encore, hein, mais bon, parlons de choses joyeuses tant qu'on y est. On parle souvent d'organiser nos funérailles, de faire en sorte que nos familles n'aient besoin de rien, que nos enfants ne soient pas inquiétés, etc. Mais finalement, la notion de maison de retraite, de perte d'indépendance et d'autonomie est assez rarement évoquée et je trouve que c'est bien dommage. Donc si ce livre peut permettre d'ouvrir le dialogue, c'est une très bonne chose. Deuxième ouvrage que je vous présente, il s'agit de Winter de Rick Bass et je dois dire que c'est une déception. Je crois me souvenir l'avoir noté il y a très très longtemps parce que Margot Liseuse en avait parlé lors d'un call de Winter Challenge, il me semble, à l'époque où j'avais découvert Booktube. Je m'étais fait beaucoup de ses vidéos à la suite et je crois bien qu'elle en avait parlé et ça m'attirait beaucoup de par l'histoire puisqu'on va suivre les aventures, là aussi autobiographiques, hein, voilà, je continue dans la série autobiographie. On va y suivre l'histoire de Rick Bass qui décide de s'installer dans le fin fond du Montana avec sa femme. Ils ont une idée bien précise du petit coin de paradis qu'ils veulent trouver. Ils parcourent les États-Unis pour le découvrir jusqu'à arriver là-bas. Et là, c'est le coup de cœur pour l'État, pour la région, pour la maison. Et ils s'installent et attendent l'hiver. Voilà, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Non, j'exagère bien évidemment. Ce livre, je dois le dire, est bien écrit, bien foutu, notamment au niveau des descriptions. J'ai passé de très très bons moments. Les descriptions, généralement, ça passe ou pas, hein, ça passe ou ça casse dans les bouquins. Ça peut vous pourrir une histoire, comme ça peut vous la rendre très jolie. Et dans les descriptions de Rick Bass, il y a vraiment beaucoup de poésie, notamment quand il raconte les animaux qu'il peut croiser, quand il raconte la période juste avant l'hiver. Mais à côté de ça, qu'est-ce que je me suis ennuyée, parce qu'en fait, c'est très redondant. Et ça s'explique, c'est-à-dire que la lecture et l'écriture, en tout cas la lecture, moi c'est l'effet que ça m'a fait, c'est pesant, c'est ennuyeux, c'est routinier. Et c'est tellement ça, parce que cet homme-là se prépare pour l'hiver, mais comme la marmotte ou l'ours va se préparer à hiberner, c'est exactement la même chose. Il fait en sorte de s'adapter petit à petit à ce milieu qui est nouveau pour lui, puisque lui il vient, je crois, de Californie, du soleil toute l'année, ou quelque chose dans le genre. Et donc cette lenteur, en fait, est complètement raccord avec l'hiver qui arrive. Mais alors du coup, moi je me suis... Ce qui m'a déçue au final, c'est que pour moi, voilà, changer complètement de mode de vie, c'était un défi, un challenge incroyable. Et je trouve je sais pas, c'est moi qui suis peut-être passée à côté, j'en sais rien, mais au final, il attend désespérément l'hiver, et quand l'hiver est là, c'est réglé en quelques pages, c'est presque un non-événement. Et je sais pas, c'est tombé à plat pour moi. L'autre truc qui m'a déçu aussi, c'est que ce monsieur, il parle quand même avec sa femme, et elle est quasiment inexistante dans le récit, mis à part quelques apparitions furtives. On n'a pas du tout son point de vue, et je crois que j'aurais aimé en savoir plus sur elle aussi.
Mais je finirai quand même sur une touche positive en disant que j'ai beaucoup apprécié, j'allais dire les rôles secondaires, les personnages secondaires, mais du coup les personnes qui partagent sa vie, à savoir les personnes qui vivent dans le même village que lui, avec leurs petites habitudes, avec leurs petites histoires, leurs relations et tout, ça a donné un côté plus vrai pour moi à ce récit. Et ça m'a sauvé un petit peu ma lecture, mais ouais, j'en garderai pas un souvenir impérissable. Je vous parle aussi de La fille du canal de Thierry Lenain, petit livre sans prétention que j'ai pris par le plus grand des hasards à la bibliothèque en mode je veux des petits livres pour le train, vous voyez, donc là on pouvait pas faire plus petit, enfin si sans doute, mais voilà. À tel point que voilà, je l'ai vraiment choisi pour ça, en me disant il va se lire en 1 heure dans le train, ça ira bien, c'est pas trop lourd à porter dans le sac, c'est parfait. Et c'est tellement parfait que quand je suis arrivée sur le quai de la gare, je ne l'avais pas tout à fait fini. Je me suis assise sur un banc pour le terminer tellement l'histoire m'a prise aux tripes. Alors comme toujours, vous raconter un aussi petit livre est un exercice périlleux, mais je peux vous dire qu'on y suit l'histoire de Sarah qui a 11 ans, qui est une petite fille assez seule, assez isolée, mais surtout qui commence à l'être de plus en plus, qui se recoupe de tout, qui n'est pas comprise par sa famille et qui ne sait plus trop quoi faire si ce n'est se confier à sa poupée qui va être pour elle une sorte d'exutoire. Et la seule personne qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sa maîtresse. Et là se passe un événement merveilleux, je trouve, c'est que la petite fille intérieure, je dirais, de la maîtresse, la petite fille qu'elle a été, va réussir, pour des raisons malheureuses, à se reconnecter et à se connecter, donc à se reconnecter à elle-même et à se connecter à Sarah pour que toutes les deux finissent par aller mieux. Voilà ce que je peux vous en dire sans trop vous en dévoiler. Alors c'est très obscur, je m'en rends bien compte, j'en suis désolée, mais comment ne pas vous spoiler quoi. Je sais pas trop comment faire. Le sujet traité dans cet ouvrage est un sujet grave, est un sujet violent, mais qui est traité avec beaucoup de pudeur et de subtilité, et c'est ce qui rend ce récit tellement fort. On a 2 femmes, 2 petites filles dont les histoires sont parallèles au départ et qui finissent par se croiser et par se sauver l'une et l'autre, et c'est joli tout plein. Je vous dirai pas de quoi ça traite parce que vraiment ça va vous gâcher le truc, mais si vous avez l'occasion de l'emprunter, je vous le conseille sincèrement. Autre petite déception, malheureusement, Soudain seul d'Isabelle Autissier, que j'avais au départ mis dans une de mes wishlists, oubliant que j'avais donné cette wishlist pour mon prochain swap, à savoir le swap autour des fans. Heureusement, mes swappés ne l'ont pas choisi. Heureusement parce que du coup, entre temps, je l'ai lu et c'était un peu couillon. Et heureusement parce que ben voilà, je ne l'ai pas aimé, contrairement à ce que j'aurais pensé. Encore une fois, je pense que ce livre est bon, il est bien écrit, il est intéressant sur plusieurs points, mais je m'attendais à autre chose. C'est pas vraiment de la déception, je crois que c'est ça. C'est pas de la déception, c'est que je m'attendais à autre chose. De là à savoir vous dire quoi, difficile, mais pas en tout cas à ça. Bon voilà, bien avancé. De quoi ça parle, Soudain seul d'Isabelle Autissier? Eh bien, c'est une sorte de Robinson Crusoe des temps modernes. Un couple de trentenaires, on va dire, part pour un tour du monde en bateau. S'échoue sur une île déserte pour une escapade autour d'un volcan, un truc un peu secret parce qu'ils sont dans un endroit entre la Patagonie et je sais plus où ils n'ont pas vraiment le droit d'être parce que c'est une île préservée. Mais ils décident d'y aller, le temps est fabuleux, le site est merveilleux, l'escalade est parfaite. Et là éclate l'orage. À la fin de l'orage, le bateau a disparu. Ils sont tout seuls sur cette île où personne ne vient puisque c'est une île qui est interdite aux touristes. Et que faire? Voilà, c'est le début de Soudain seul. À partir de là, comment vivre, comment survivre, comment se supporter, dans le sens s'épauler, tout comme dans le sens se supporter, tu me tapes sur les nerfs. Et c'est là la force du récit, pour le coup. Ce qu'il y a de plus intéressant dans ce livre, c'est la relation de ces 2 êtres qui s'aiment, qui finissent par se détester, qui se supportent et s'insupportent en même temps, et ne savent plus trop s'ils doivent s'aimer ou se battre au final pour survivre. On y parle de faim, on y parle d'épuisement, on y parle de relations exacerbées par les conditions dans lesquelles ils sont. Et c'est ça qui est incroyable, c'est comment l'environnement peut conditionner une relation humaine. Comment est-ce que les êtres avec qui vous vivez ou avec qui vous ne vivez pas
peut modifier, jusqu'à quel point ça peut modifier votre relation. Les points négatifs, si je puis dire, ou en tout cas qui ont été compliqués pour moi, ça a été dans une bonne partie du livre, surtout au début, après c'est beaucoup plus simple, mais les premières pages, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire technique et spécifique au monde du bateau et de la mer, je dirais, et j'ai été obligée de prendre carrément mon dico parce qu'il y avait des termes que je ne connaissais pas. Ça a un côté intéressant, parce que j'apprends des nouveaux mots, mais à l'autre côté, ça me saoule de devoir lâcher mon bouquin pour chercher des livres. Et ça, pour le coup, j'adorais quand j'étais petite, les livres dans lesquels vous aviez des petits lexiques à la fin. Ils font pas ça pour les adultes, c'est bien dommage, parce que qu'est-ce que c'est pratique. Bref, voilà, ça m'a un peu déstabilisée, parce que voilà, je suis pas rentrée dedans, j'avais ce côté, ah mais ça veut dire quoi, et ça je comprends pas, et de quoi elle parle, et bon, ça m'a un peu saoulée. L'autre côté difficile pour moi aussi, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de massacres d'animaux. Donc pour être sincère, moi j'ai sauté tous ces passages. Je m'en suis fait 1, 2, 3, et après j'ai dit c'est bon, j'en peux plus, la coupe est pleine. Je ne sais moi-même pas comment je réagirai, parce que je crois que personne ne peut savoir comment il réagira tant qu'il n'est pas en condition de survie. Mais de là à aller lire des scènes où des animaux sont massacrés dans des conditions épouvantables, c'était trop pour moi. Donc j'ai laissé tomber cette partie-là, et il y en a pas mal dans le livre. Donc du coup j'ai sauté quand même pas mal de pages, il faut dire ce qu'il faut. La seconde partie du récit m'a également beaucoup saoulée. Alors voilà, pareil, je peux pas vous expliquer de quoi il s'agit, parce que sinon c'est même plus la peine que vous le lisiez, hein, clairement. Mais c'est bien fait, c'est bien trouvé, je comprends la logique. Ça permet de mettre deux mondes, deux civilisations, deux états d'esprit en parallèle et même en opposition. Mais je sais pas, il y a eu un côté où ouais, ça m'a débordé. J'avais qu'une envie, c'était de le fermer en fait. C'était pas agréable. Je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, vous avez des livres comme ça des fois où quand vous les lisez, vous comprenez complètement objectivement pourquoi telle formulation, telle métaphore, tel vocabulaire ou telle syntaxe a été utilisée, ça s'explique, ça se justifie, c'est même bien fait. Vous dites ah ouais, ça c'est, je comprends mieux pourquoi elle a fait ça comme ça comme ça. Mais d'un point de vue subjectif, d'un point de vue émotionnel, il n'y a rien qui se passe en vous. Et moi c'est ça que j'ai vécu avec ce livre en fait, c'est que j'étais tellement en mode dépiotage de comment il a été construit que je suis pas rentrée dans l'histoire. Donc je suis passée à côté. Voilà, je disais tout à l'heure j'étais déçue, mais non, c'est plus que je suis passée à côté. Donc je peux pas vous dire si ça vous plaira ou pas. Si vous aimez les histoires à la Robinson Crusoe, j'aurais tendance à vous le conseiller, mais surtout plus pour le côté relation entre cet homme et cette femme qui se retrouvent seuls au bout du monde, plutôt que pour la relation qu'ils ont avec leur environnement. Je ne sais pas si ce sera très clair, mais c'est comme ça que j'arrive à résumer. On va continuer dans la série des livres. J'ai envie de vous en parler, mais je ne peux pas vous en parler. Il s'agit des Nœuds d'acier de Sandrine Colette. Vous le verrez peut-être sur la couverture, mais elle a obtenu le Grand Prix de littérature policière en 2013 et le prix des lecteurs sélection 2014. Je remercie la médiathèque d'Amplepuis, qui est la médiathèque où je vais très régulièrement, parce que pour l'été, avant leur fermeture annuelle, ils ont mis à l'entrée 2 bacs en disant « servez-vous en poche, c'est ce qu'il y a de mieux pour la plage en gros, parce que c'est petit, ça se lit vite, etc. » C'est des livres que j'aurais jamais trouvés en rayon, je ne serais pas allée les chercher. Et là, ils étaient dans ces 2 bacs, j'ai eu l'impression d'être dans une brocante, un truc à puce ou un vide-grenier, ce que vous voulez, et à fouiller mon bac pour trouver des petits bouquins pour cet été, toujours en mode qui se lit vite dans le train. Et donc j'ai pris celui-là et ça a été une très très chouette découverte. Alors de quoi s'en parle? Le plus simple c'est de vous lire le résumé, comme ça ce sera bien résumé. Avril 2001, dans la cave d'une ferme miteuse au creux d'une vallée isolée couverte d'une forêt dense, un homme est enchaîné. Théo, 40 ans, a été capturé par 2 frères, 2 vieillards qui ont fait de lui leur esclave. Comment a-t-il basculé dans cet univers au bord de la démence? Il n'a pourtant rien d'une proie facile. Athlétique et brutal, Théo sortait de prison quand ses vieux fous l'ont piégé au fond des bois. Les ennuis, il en a vu d'autres. Alors, allongé contre les pierres sointantes de la cave, battu, privé d'eau et de nourriture, il refuse de croire à ce cauchemar. Il a résisté à les prisons, il se jure d'échapper à ses geôliers. Il est écrit aussi sur la 4e de couverture qu'il s'agit d'un captivity thriller, qui est donc un genre, a priori, en tout cas selon les Américains, qui rappelle les classiques du genre comme Misery de Stephen King. Ce n'est pas moi qui le dis, donc c'est le Figaro Magazine. Tout ça pour vous dire que si vous avez aimé Misery de Stephen King, je vous conseille bien évidemment Des Nœuds d'acier. Et je crois que c'est aussi assez proche au niveau de l'histoire de Juste des ombres de Karine Giebel. Juste une ombre. Je vais sans doute dire une connerie au niveau du titre parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je crois que c'est Juste une ombre de Karine Giebel,
que j'avais noté dans ma wishlist aussi grâce à Margot Liseuse, me semble-t-il, qu'elle en a parlé une fois. Voilà. C'est vraiment frustrant à souhait parce que je peux pas tout vous dévoiler et donc je ne peux rien vous dévoiler. Mais il se lit d'une traite. Le sujet en lui-même est presque banal parce que c'est pas la première fois que voilà, un homme est retenu prisonnier ou une femme par d'autres hommes ou par d'autres femmes et qu'il se fait battre, qu'il se fait manipuler, qu'il se fait utiliser et qu'il ne sait pas vraiment s'il va s'en sortir ou pas. Mais cet ouvrage est vraiment bien fait parce qu'il est simple, c'est-à-dire que rien n'est omis. La violence, la douleur est décrite. Vous en avez si vous aimez les détails tordus, sanglants, vous inquiétez pas, il y en a plein de bouquins, mais juste ce qu'il faut. Voilà, il n'y en a pas trop, il n'y a pas trop de description, c'est vraiment la subtilité entre je vous décris ce qui se passe et je vous laisse imaginer la suite. C'est vraiment bien fait de ce côté-là. Quand on se dit que c'est le premier livre de cet auteur, moi je trouve qu'elle s'en sort super bien. Le tout petit bémol, c'est l'encadrement, je vais dire ça comme ça, donc le premier chapitre et le dernier chapitre qu'il y a dans ce livre qui amène un point de vue extérieur sur l'histoire, qui je trouve personnellement n'apporte rien, ou en tout cas pas grand chose. Et la fin, j'aurais aimé qu'elle soit encore plus tortureuse parce que vraiment, vraiment, ce gars, il s'en prend plein la gueule. Hein. À chaque fois que tu penses que ça va aller mieux, bim, tu t'en reprends une derrière les oreilles. Et voilà. C'est noir, c'est macabre, c'est étouffant comme ambiance. Moi, j'étais dans la cave avec lui, quoi. J'ai dit, mais vas-y, gars, on essaye de s'en sortir, quoi. C'était effrayant, effroyable. Vraiment, je vous le conseille de ce côté-là. Moi, je lis assez peu de ce genre-là, en tout cas plus beaucoup, donc ça faisait suffisamment longtemps que j'en avais pas lu pour que ça me surprenne. Peut-être que les personnes qui en lisent régulièrement ne le sauront pas, mais si je devais le conseiller, celui-là, oui, moi je le conseille. Et alors le petit plus, et moi j'ai commencé cet ouvrage par là, et j'ai trouvé que c'était génial comme idée, c'est que à la fin, Sandrine Colette dresse un portrait chinois de son œuvre. Donc en quelques pages, elle explique, voilà, si j'étais un tableau, si j'étais un animal, si j'étais ceci, cela, et elle explique ce que serait son livre ou son personnage principal, et ça vous met direct dans l'ambiance. Il y a juste un paragraphe qui potentiellement, en tout cas une description dans le portrait chinois qui voilà, qui m'a un peu spoilé le truc, mais j'ai trouvé que c'était une très très bonne mise en bouche, donc j'aurais tendance à vous dire, de toute façon le livre va être assez prenant pour vous oublier le petit détail qu'elle décrit dedans, donc si vous voulez vous le mettre en bouche, commencez par le portrait chinois à la fin. Ou détestez-moi si jamais ça vous a gâché le plaisir, vous me direz. Et enfin, je vous présente Le crime, histoire d'amour de Árni Thorarinsson, qui est un auteur islandais, que là encore, je n'aurais pas découvert sans la boîte magique de la médiathèque d'Amplupui. Donc, merci! Je me rends compte que je reprends beaucoup de plaisir maintenant que j'ai décidé d'acheter beaucoup moins dans mon trip minimaliste des encombrements. Je ne garde vraiment que l'essentiel à mes yeux, donc j'achète beaucoup moins de livres pour ne pas dire que j'en achète quasiment plus du tout. Donc j'emprunte énormément, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que depuis il y a longtemps en tout cas. Et je reprends énormément de plaisir à me balader dans les rayons, à choper des livres comme ça au hasard alors que je n'en ai jamais entendu parler. Ça reste, c'est casse-gueule hein, des fois, disons-le clairement, mais je pense que c'est tout aussi casse-gueule que quelqu'un qui vous conseille un livre qu'il a adoré que finalement vous détestez. Donc à partir de là, choisissez bien la méthode qui vous plaît, mais moi en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à aller choper voilà, un bouquin parce que la tranche, je sais pas, la tranche m'attire, le nom du gars, je me dis j'en ai jamais entendu parler, tiens c'est bizarre comme nom, ah oui, islandais, forcément c'est pas dans mon vocabulaire de base. Mais c'est voilà, une façon de faire et je m'éloigne du sujet, donc revenons à Le crime, histoire d'amour. Là encore, pour vous faire le meilleur résumé du monde, je vais vous lire le résumé qu'il y a en 4e de couverture. Avant, ils étaient heureux, une famille heureuse, et puis ils l'avaient appris, et leur vie était devenue un enfer. Ils ont tout caché, surtout pour leur fille, mais se sont engagés à lui parler le jour de ses 18 ans. Tous les trois, ils ont attendu ce jour et craint son arrivée. La mère veut, contre vents et marées, tenir sa promesse. Le père doute que la vérité les libère du cauchemar qu'est leur vie. La fille se révolte, essaie de survivre, de les tenir à l'écart. Elle les hait autant qu'elle les aime. Elle vit loin d'eux, entourée d'amis bien intentionnés qui, eux, l'aiment. C'est une histoire, là aussi, perturbante. Je me suis fait un peu, je crois, ce mois-ci, un trip histoire glauque. Si vous avez lu certains de ces livres, je pense que vous comprendrez. Et alors ce qui est fou, c'est que malgré le 4e de couverture, malgré l'idée que ça se passe entre un père, une mère et sa fille, quand vous commencez le bouquin, vous avez beaucoup de mal au départ à comprendre qui est vivant, qui est mort, qui fait partie de l'histoire, qui n'en est pas. Le côté prénom islandais, nom de rue islandaise,
accentue le truc pour moi, hein, parce que forcément c'était pas Pierre-Paul Jacques, quoi, c'était beaucoup plus exotique et du coup ça rajoutait un petit quelque chose. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Les 3 premiers chapitres permettent en fait de mettre en place les 3 protagonistes principaux, même si vous ne le savez pas tout de suite, et de comprendre petit à petit le lien qui se fait entre eux. Les chapitres sont super courts, et ce que j'ai adoré, ce que j'ai trouvé vraiment chouette dans l'écriture, c'est que chaque fin de chapitre permet d'attaquer le chapitre suivant. Par exemple, je vous dis n'importe quoi parce que je ne me souviens plus exactement ce qu'il en est, mais à la fin d'un chapitre, un des personnages est en train de regarder une vidéo, hop, vous passez au chapitre suivant, on est toujours sur la même vidéo, mais regardée par un des autres personnages. Et le lien se fait comme ça tout le long. Et ça accentue vraiment le lien qui n'existe plus entre le père, la mère et la fille, et le pourquoi du comment, quoi. Et j'ai trouvé cette mécanique au niveau de l'écriture vraiment chouette. Vraiment, j'ai aimé ce côté-là. Et alors surtout, ce qui est incroyable dans ce bouquin, c'est que, sachant que c'était un policier, parce que regardez, la médiathèque chez moi, quand c'est des policiers, elle met un petit, un petit fusil jaune. Ça me fait beaucoup rire, bref. Je savais que c'était un policier, donc je m'attendais à un dénouement un peu particulier, etc. Mais alors, je ne l'ai pas vu venir, mais du tout. J'ai imaginé plein de trucs, sauf ce que c'était. Et la fin, pareil, j'ai imaginé plein de scénarios et je me suis pris une bonne grosse claque. Je me disais, ah ouais, quand même, ouais, il fallait oser, quoi. Il fallait oser. Il y a quelques petites pages flop, je veux dire ça comme ça. Il y a certaines scènes, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est très plat et c'est très perturbant parce que le reste est tellement bien rythmé par les chapitres qui sont courts, qui sont denses, avec ce lien dont je vous parlais, que là d'un seul coup tu te dis, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu l'as mis ce paragraphe là? Ça sert à rien, enlève-le, enlève-le. Comme s'il y avait un petit peu de, voilà, de trop. Quelques pages, quelques lignes qui sont en trop, qui n'apportent rien, à mon sens, au récit. Mais mis à part ça, j'ai aucun reproche à faire à ce bouquin, quoi. Okay. Pour résumer, il est question d'amour, il est question de tabou, il est question de vengeance, il est question de jugement. Et si ces 4 mots ne vous donnent pas envie de le lire, et ben je ne sais pas quoi vous raconter, mes amis. Voilà, ce sera tout pour ce C'est lundi, que lisez-vous? J'ai oublié de vous parler de mes lectures en cours, mais ça va être super simple parce que là tout de suite j'en ai aucune. Je ne sais pas encore ce que je vais lire la semaine prochaine. J'ai des tas et des tas de livres de côté. J'en ai sincèrement une bonne vingtaine parce que je me suis un peu gavée vu que la bibliothèque fermait, enfin les 2 bibliothèques où je vais fermer pour 1 mois. Donc j'ai fait plus que le stock et à mon avis elles vont réouvrir avant que j'ai fini, mais c'est pas grave. A très bientôt. Ciao.